Merci grandement, madame. Chers participants, chers participants, je voudrais déjà vous remercier pour votre intérêt et pour votre patience. Nous avons pas mal de retard, mais nous espérons pouvoir le rattraper. Alors, je ne vais pas présenter de nouveau mes panélistes. J'ai la chance, ou je devrais dire l'honneur, d'être le seul homme ici sur, n'est-ce pas, le podium. Et quelque part, c'est normal. Hein. Nous avons trois grandes dames avec nous pour parler des questions d'importance, je dirais, capitale, non seulement pour la sous-région, mais aussi pour les femmes de façon générale. Donc, d'avoir des femmes qui sont à des postes de responsabilité, qui nous permettent de mieux comprendre qu'est-ce que leurs institutions, leurs organismes respectifs font pour accompagner ce mouvement, cette nouvelle dynamique, c'est très apprécié. Alors, de quoi devons-nous parler dans ce panel-ci? Nous l'avons entendu lors de la première session. Hein? Les enjeux sont à la fois importants, mais aussi d'une urgence telle que il est important de s'ajuster du point de vue de la réflexion, mais aussi du point de l'action. Les changements climatiques, c'est une réalité. Les contraintes auxquelles les femmes sont confrontées, c'est aussi une réalité. 2030, c'est dans 6 ans. Est-ce que nous allons pouvoir atteindre les différents objectifs sur lesquels nous nous sommes mis d'accord en 2015? Il est clair que, compte tenu du retard qui a déjà été pris par rapport aux différents objectifs, une approche stratégique consiste à aborder les questions de façon intégrée autant que possible. Et c'est dans ce contexte-là, et sur la base de ce que nous avons suivi ce matin, à savoir que oui, nous voulons accélérer le processus d'autonomisation économique des femmes, accélérer le processus de réduction des inégalités de genre, mais nous voulons le faire d'une façon qui non seulement contribue à l'action climatique, mais qui veille également à ce que l'action climatique bénéficie aux femmes. Donc, je voudrais peut-être me tourner rapidement vers Madame Yapo. Non, peut-être je vais commencer par le Sénégal, avant d'aller en Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes quand même au Sénégal. D'accord. Donc, je vais commencer par Madame Ba, si vous le permettez. Madame Ba est de la cellule de suivi opérationnel du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance du Sénégal. Madame Ba, sur la base de ce que nous avons suivi ce matin, cette interdépendance et ce risque finalement que les changements climatiques aggravent la vulnérabilité des femmes, est-ce que vous pouvez nous dire que fait le ministère de la Femme du Sénégal pour prévenir ce risque ou pour empêcher la matérialisation de ce risque? Merci beaucoup, Monsieur Flaubert. Bonjour à tous, toutes et à tous. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser mes remerciements et mes félicitations au CRES et à l'ensemble des acteurs qui nous permettent d'échanger sur ces thématiques et de pouvoir permettre au ministère de la Femme de contribuer de façon active à travers ces plateformes sur les thématiques qui nous interpellent tous. Vous le dites, au niveau du ministère de la Femme, nous avons des initiatives qui sont toutes naturellement alignées aux différents documents référentiels du gouvernement du Sénégal. Mais vous me permettrez d'en citer quelques-uns. Donc, nous avons la stratégie nationale pour la protection sociale, la SNEG, la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes, mais aussi un des référentiels qui aide à opérationnaliser les politiques publiques. Donc, c'est l'acte 3 de la décentralisation. Donc, le ministère de la Femme opérationnalise ces stratégies
en utilisant ces supports, mais en partant de la reconnaissance du rôle d'amortisseur social des femmes, tel qu'évoqué antérieurement, mais aussi à travers l'implémentation d'actions sur plusieurs leviers. Donc, le levier relatif à l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, parce que pour adresser ces questions, il faut déjà agir et sur le contexte, mais aussi avant d'agir sur la cible ou le faire de manière simultanée. Et c'est cette approche qui est souvent utilisée, mais qui met la femme au cœur au début du processus. Donc, en les faisant participer dans même l'identification des actions qui peuvent aider à lever les contraintes qui inhibent le potentiel d'initiative de ces femmes et qui peut agir sur le processus d'autonomisation économique. Et dans ce cadre, nous avons des projets et programmes comme le PADES que nous coordonnons qui travaillent à mettre en place des infrastructures de santé, des postes de santé pour, comme je le disais tantôt, libérer le potentiel de ces femmes. Au-delà des infrastructures de santé, les écoles élémentaires, les centres d'éveil communautaire et surtout les maisons de la femme. Donc la proximité entre ces différents services sociaux de base permettent aux femmes et aux jeunes filles de pouvoir libérer le potentiel et d'être accompagnées selon une approche globale et intégrée, comme vous l'avez rappelé tantôt, donc en impliquant les services techniques de façon transversale du territoire qui sont autour d'une plateforme technique opérationnelle soutiennent tous ces processus de planification, d'identification des actions et d'opérationnalisation de ces actions. Et tout cela pour agir et promouvoir justement ce que nous avons l'habitude de dire, la promotion du développement durable, d'un développement humain durable, mais dans une perspective de pérennisation et dans une perspective de durabilité. Donc, c'est fondamentalement ces questions que, au-delà des financements, du renforcement des capacités, du renforcement du leadership des femmes, mais qui qui facilitent la prise en compte de ces différents défis à travers justement ces instances où on renforce les capacités des femmes qui pourraient participer de façon active dans l'identification même, la reconnaissance du problème, mais dans l'identification des solutions à apporter sur ces questions liées particulièrement à la transition verte. Merci grandement, Madame Ba. Ce que je retiens à ce stade-ci, c'est une approche stratégique qui consiste à agir non seulement sur les contraintes en termes d'infrastructure, mais aussi sur les contraintes en termes de capacitation des femmes elles-mêmes. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour savoir comment vous faites pour vous assurer que ce que vous offrez répond effectivement aux attentes de ces femmes-là. Avec votre permission, je vais me tourner vers Madame Yapo, qui est, n'est-ce pas, la pendante de Madame Ba, mais maintenant au niveau de la Côte d'Ivoire. Madame Yapo, merci déjà d'avoir fait le déplacement. Est-ce que vous pouvez nous dire, au niveau de la Côte d'Ivoire et en particulier de votre ministère, quelles actions ou quelles stratégies utilisez-vous pour vous assurer que la femme ivoirienne de façon générale n'est pas plus exposée par cette transition, mais qu'elle en fait un acteur clé et qu'elle en bénéficie? Okay. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais saluer chacune et chacun dans cette salle et dire merci aux organisateurs de ce forum, parce que c'est très important que nous nous réunissons, que nous nous retrouvons dans l'espace CEDEAO pour discuter de nos problèmes communs au niveau des femmes. En Côte d'Ivoire, il faut dire que l'autonomisation, comme partout ailleurs, est une question transversale. Et c'est une priorité aujourd'hui pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, à ce moment-là, nous nous appuyons d'abord sur la Constitution, où il y a déjà 3 articles qui prônent l'accès à l'autonomisation des femmes, qui fait de l'autonomisation. Merci.
qui fait de l'autonomisation de la femme une priorité. Donc, pour que le ministère adresse cette question, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'adosse à cette constitution. Et là, ce cadre déjà de notre PND fait une part très grande au niveau des ressources humaines. Qu'est-ce que le ministère fait? Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous appuyons sur d'abord les fonds. Il y a le fonds FAFSI, qui est un fonds qui a été mis en place par la première dame. Ça veut dire qu'elle-même, elle est montée au créneau pour l'autonomisation de la femme et ce fonds est financé à hauteur de 25 milliards aujourd'hui. Il y a le fonds femmes, développement du ministère de la femme. Il y a également les filos socio-productifs. Il y a plusieurs outils que nous utilisons pour que la femme aille à l'autonomisation en général. Maintenant, pour cette transition qui est une nouvelle donne, peut-être pour les gouvernants ou pour certaines personnes, ce n'est pas une nouvelle donne pour la femme. La femme est déjà dans l'économie verte, dans nos villages. Mais aujourd'hui, avec le changement climatique, on se rend compte que la femme est encore plus exposée. Parce que tout s'éloigne et au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes un des pays où la déforestation est très avancée. Aujourd'hui, nous avons perdu plus de peut-être 70% de notre couvert forestier. Donc, ça, ce qui alourdit également la tâche de la femme. Quand il y a la catastrophe, c'est la femme qui subit. Quand il y a l'éloignement, quand il n'y a plus de fagots dans nos villages, elle va encore plus loin. Quand il n'y a pas d'eau, c'est elle qui doit faire toute cette corvée. Alors il faut trouver une solution pour que la nouvelle donne qui arrive, qui est la transition vers l'économie verte, ne saute pas la femme. Quel sera l'impact de cette économie verte? Quels seront les obstacles? Donc, au niveau du ministère de la Femme, nous travaillons déjà pour ça. Nous avons des structures socio-éducatifs. Nos complexes socio-éducatifs, sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire, contiennent les centres sociaux pour accompagner les femmes dans leur autonomisation, pour accompagner les personnes vulnérables, surtout les femmes et les enfants. Nous avons les centres de protection de la petite enfance pour prendre en charge les enfants de ces femmes. Nous avons les centres d'éducation spécialisés qui accompagnent les personnes porteuses. Mais que les segments de l'économie verte dans lesquels les femmes sont présentes ne leur garantissent pas souvent des revenus suffisamment décents ou une protection sociale. D'où un rôle pour les décideurs, voir comment utiliser les politiques publiques pour renforcer la résilience de ces femmes-là. Et ça me permet de retourner vers Madame Ba, si vous permettez. Alors, ce que nous comprenons, c'est qu'il y a pas mal, non seulement d'initiatives en cours, pas mal de réflexions et même déjà une approche stratégique qui est utilisée. J'aimerais comprendre dans quelle mesure est-ce que ce soit ces actions ou les stratégies qui sont mises en œuvre, s'appuient ou s'inspirent de ce qui ressort de la base. En d'autres termes, dans quelle mesure est-ce que les femmes au niveau des communautés ont la possibilité d'éclairer vos réflexions et même de vous aider dans la mise en œuvre de vos stratégies et de vos programmes? Oui, nous, comme je l'ai dit tantôt, nous avons cette perspective-là d'intégrer, d'associer les femmes au tout début de nos processus. Comment? En essayant en tout cas de saisir l'opportunité que la parité nous offre en tant que femmes de participer à la vie des communautés. Au niveau des communes, au niveau des collectivités territoriales, il y a une bonne représentativité des femmes pour pouvoir aider à prendre en compte justement ces besoins spécifiques.
Et justement, avec ces processus de participation à la base, avec la logique bottom-up, nous essayons, à partir des problèmes, de structurer les femmes par catégorie, justement segmentées, pour pouvoir mieux adresser des questions spécifiques et essayer d'avoir cette perspective d'intégration du genre dans toute cette démarche pour pouvoir, pour permettre de créer un lien juste entre les actions qui peuvent aider à corriger aux problèmes qui étaient la source même de l'intervention. Et c'est ce qui nous permet justement de sensibiliser les collectivités territoriales dans cette façon de faire, donc à travers la budgétisation sensible au genre, qui permet de faire participer les femmes au même titre que toutes les autres catégories du niveau institutionnel. Ça peut être le ministère de l'Environnement, le ministère de la Femme, le ministère. En tout cas, nous essayons, en tant que ministère chargé justement des communautés de la famille, etc., de mobiliser l'ensemble des acteurs qui viennent contribuer dans la construction, co-construction d'un développement local durable, avec une logique déconcentrée et décentralisée, mais toujours, comme je le disais tantôt, en essayant de faire participer ces femmes dans l'identification des problèmes, des problèmes pour apporter des réponses aux problèmes identifiés en amont. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs pourquoi cette problématique liée à l'économie de soins, au travail de soins, trouve toute sa pertinence d'apporter des réponses, de les prendre en charge. Et c'est ce qui, d'ailleurs, est en droite ligne avec la mise à disposition de ces infrastructures sociales dont Mme Yapo parlait tout à l'heure, les services de prise en charge de la petite enfance, toujours dans le but de libérer le potentiel d'initiative de ces femmes. Donc, avec les centres d'éveil communautaire, les femmes peuvent libérer du temps et s'activer à des activités économiques en ayant la perspective de savoir leurs enfants en toute sécurité. Et on ne s'en arrête pas là, on crée une chaîne et une complémentarité dans l'action. Et on essaie de mettre en place des plateformes, des maisons de la femme, où ces maisons sont des espaces de dialogue, mais des espaces aussi de renforcement de leur leadership, de renforcement de leur capacité, mais juste d'espaces aussi de production économique. Parce que nous travaillons à justement susciter un peu l'interaction entre l'économique et le social, ne pas figer les femmes au niveau de justement le social, mais essayer de les considérer comme des actrices porteuses de potentiel et d'essayer de libérer toutes ces contraintes qui plombent ce potentiel et essayer de les accompagner justement dans la valorisation des potentialités de ces différentes de leur territoire, mais aussi en veillant à ce que cela se fasse dans une logique de positionnement, de bon positionnement au niveau de ces chaînes de valeur pour leur permettre réellement de tirer profit de toutes ces opportunités. Et d'ailleurs, nous avons cette perspective d'intégrer l'économie verte dans tous nos processus. C'est justement pour rendre durable. Donc, on est toujours dans cette perspective de durabilité et de promotion d'un développement humain durable. Comme nous le disons souvent en Wolof, suqali suñu bopp, mais suqali wale suñu gox. Donc, on essaie de s'autonomiser, de s'épanouir, d'émerger, mais dans une perspective aussi de faire émerger nos territoires pour pouvoir construire le Sénégal qui sera émergent. Merci. Merci grandement, Madame Bass. Quelques grands mots que j'ai retenus de votre intervention: la co-construction, sans le dire, vous avez fait référence également à l'intersectionnalité, le fait que les femmes soient diverses
Et donc, vous veillez à ce que les différentes catégories de femmes aient voix au chapitre. Vous avez fait référence à l'importance de la base. Et nous comprenons que le ministère promet ou fait la promotion d'une vision de la femme, pas seulement sociale, mais aussi économique. Merci pour cela. Madame Yapo, qu'en est-il de la Côte d'Ivoire? Comment faites-vous pour avoir une approche participative impliquant les femmes dans la conception de vos stratégies? Merci. Au niveau de la Côte d'Ivoire, je voudrais parler d'abord du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Ce compendium qui regroupe aujourd'hui plus de 15 000 femmes identifiées dans tous les secteurs. Il y a 4 cibles. Il y a les femmes de haut niveau, Bac+4 avec expérience professionnelle. Vous avez les jeunes filles avec diplômées sans un premier emploi qui ont des compétences à affirmer. Vous avez également les femmes de la diaspora et les femmes de tout niveau. Quand on parle de femmes de tout niveau, ce sont les femmes qui sont en zone rurale ou dans les zones urbaines, qui font tous les métiers, mais qui sont compétentes. Parce que très souvent, quand on parle de compétences, on pense que c'est avec le Bac+4, Bac avec expérience professionnelle, etc. Mais nos femmes qui font, par exemple, le quai au bord de la route, qui font la ticket poisson ou la loco, qui ont des compétences et qui ont des valeurs, sont également identifiées et ces femmes sont accompagnées. Également, dans nos documents politiques en révision au niveau du ministère de la Femme, nous avons la politique genre qui est en train d'être révisée et adaptée à l'économie, à la transition vers l'économie verte. Donc, le changement climatique, la budgétisation sensible aux gens et sensible au climat, au changement climatique, etc., c'est pris en compte. Nous avons nos IFEF, les institutions de formation, qui ont été déjà, tout le contenu a été révisé pour adapter et accompagner ces femmes-là. Mais ça ne se fait pas dans nos bureaux, ça se fait avec la participation des femmes. Parce que vous ne pouvez pas imposer quelqu'un à des femmes une vision qu'elles n'approuvent pas. Elles ne pourront pas avancer. C'est pourquoi régulièrement, il y a des rencontres. Il y a une plateforme qui a été mise en place pour identifier toutes les associations féminines dans tous les secteurs au niveau du ministère de la Femme. Également avec la transition vers l'économie verte, depuis avant d'aller à la COP28, il y a déjà des actions qui ont commencé à être menées avec le ministère de l'Environnement pour que la place de la femme soit prépondérante et que la femme soit prise en compte dans tous les projets. Ce qu'il faut faire pour avancer, il faudrait que la solidarité gouvernementale dans tous nos États se joue réellement. Parce que la question de l'autonomisation, je l'ai dit au départ, est transversale. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle donne avec des opportunités pour la femme, pour les hommes, pour les jeunes filles, l'économie verte. Mais si tous ces ministères qui adressent la question de la population ne se mettent pas ensemble pour travailler et qui continuent de travailler en vase clos, on ne pourra pas avancer. Et c'est le combat du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Côte d'Ivoire d'intégrer les femmes dans tous les ministères en mettant en place les cellules genre. Mais les cellules genre, en général, traditionnellement, tel qu'on le fait, on prend une bonne dame dans un ministère, on dit, bon, tu es responsable de la cellule genre. Elle ne participe pas à la réunion de cabinet. Elle n'a pas voix au chapitre. Elle n'a pas de pouvoir. Elle ne peut pas agir sur les gens. Donc, nous sommes en train de travailler sur les nouveaux tests de cette cellule genre pour qu'elle soit autonome et elle puisse participer aux réunions des cabinets, avoir voix au chapitre pour pouvoir agir réellement dans chaque ministère, dans chaque institution et dans toutes les organisations. Voilà également des dispositions qui sont mises en place. Mais n'oublions pas que nos femmes en général aussi sont dans les zones rurales. Et dans ces zones rurales, il faut les accompagner. Donc, on a un vaste projet avec un partenaire sur l'éducation parentale.
Donc, nos structures de prise en charge de la petite enfance, on va intégrer ce projet dans toutes ces structures pour former les femmes, pour former la famille, pour former les hommes également. Parce que si on forme la femme et qu'on ne forme pas l'homme, quand elle retourne à la maison, les contraintes sont là-bas. Chez nous, on dit, la femme élève le poulet et c'est l'homme qui fait le prix. Donc, il faut amener la femme à pouvoir faire le prix de son poulet qu'elle a élevé avec l'accord de l'homme. Donc, les deux ailes de l'oiseau doivent battre ensemble pour pouvoir évoluer. Donc, voici un peu les activités qui sont menées au niveau du ministère de la Femme pour que la femme elle-même se prenne en charge parce que la solution est en elle-même. La solution n'est pas avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on ne devrait pas applaudir Madame Yafo? Merci grandement, Madame, pour cette brillante intervention. On a retenu l'importance d'une approche, je dirais, collaborative au niveau des différents départements ministériels, compte tenu du fait que la question de l'autonomisation touche finalement à plusieurs secteurs qui ont besoin de venir en complémentarité, de travailler en synergie. Vous êtes revenu sur la question du renforcement de capacités et l'importance de répertorier les associations féminines pour être sûr de bien les impliquer dans la prise de décision. Je voudrais, pour finir la première partie de ce panel, me retourner vers Dr Elena. C'est une double question, en fait. Premier aspect de la question, à la lumière de ce que nous avons entendu depuis ce matin et sur la base de votre première intervention, est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que ONU Femmes Afrique de l'Ouest et du Centre nous revienne dans les prochains mois ou d'ici peut-être une année avec une nouvelle stratégie pour la région Afrique de l'Ouest à la lumière de ces enjeux émergents? Et puis le deuxième aspect à rapport à la COP 28. On a entendu parler de ce partenariat global qui a été signé pour soutenir l'autonomisation économique des femmes et garantir une transition juste et sensible au genre. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, Flaubert. Par rapport à la première question, ONU Femmes est dans une démarche vraiment d'établir une stratégie pour l'autonomisation économique des femmes dans la région. Et les questions de travail de soins non rémunérés et les questions d'économie verte sont les deux piliers clés de cette stratégie, avec aussi beaucoup d'appui à l'entrepreneuriat féminin. Donc cette démarche, elle est déjà en cours. ONU Femmes dans l'espace, c'est une facilitateur. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de mettre en contact les différentes structures, les différents acteurs, les différentes parties prenantes dans une action commune. Et comme je vous dis, les travails des soins non rémunérés sont un des priorités dans cette action commune. On vient par exemple de la semaine dernière, j'étais en Côte d'Ivoire et on a lancé un dialogue national pour une réforme pour le travail des soins non rémunérés en collaboration avec le ministère de la Femme et le ministère du Travail et de la Protection sociale. Donc c'est une démarche qui au Sénégal ça a déjà eu lieu depuis longtemps dans le cadre du projet 3R que le Sénégal met en place avec le ministère de la Femme et les agences de développement régional. Donc, ce sont des démarches multi-acteurs pour avoir un dialogue politique pour les réformes des travail des soins non rémunérés qui sont en marche. Dans cette stratégie, les questions de masculinité positive dont on a entendu parler sont clés. J'étais très intéressée par les données que les collègues de la OCDE ont montrées. Les données qu'il nous a montrées nous disent que
l'action au niveau des normes sociales dans l'Afrique de l'Ouest doit se concentrer sur la masculinité positive. Donc, il y a des problèmes, il y a des changements à faire par rapport aux stéréotypes féminins, mais selon les données qu'on a vues, les problèmes, les rigidités les plus importantes sont au niveau des rôles masculins. Donc, il faut continuer sur cette démarche des masculinités positives qui est transversale à toutes nos actions. La question des données, les time use survey, les enquêtes d'utilisation du temps sont clés pour notre plaidoyer dans le travail des soins non rémunérés. Donc, il faut continuer à appuyer les gouvernements de la région à produire cette enquête. On a la chance d'avoir cette enquête récente au niveau du Sénégal. Ça nous a permis vraiment d'avoir des données importantes. Par exemple, à travers de cette enquête et les études qu'on a fait autour de cette enquête, c'est qu'on sait que les travails de soins non rémunérés au niveau du Sénégal, si on avait une valorisation économique, ça pourrait représenter 14% du PIB du pays. Ça, c'est beaucoup d'argent, c'est une contribution économique énorme. C'est autour de 17 au niveau de Mali. Donc, il nous faut avoir ces données pour faire cette plaidoyer fort. Et au niveau des emplois verts aussi, la transition vers l'économie verte, c'est une autre priorité. On est aussi dans une démarche multi-acteurs. Ici, on travaille de très près avec la CEDEAO dans la région. La CEDEAO a adopté un plan d'action pour mettre la femme au cœur de la transition vers l'économie verte à travers une initiative qu'on a menée l'année dernière. On continue sur cette démarche. Demain, dans les programmes du colloque, aura une opportunité d'avoir plus d'informations sur ces questions. Mais je pense qu'il faut continuer sur cette démarche d'appui au niveau régional et au niveau national pour intégrer les questions genre dans les politiques climatiques et avec un accent particulier sur les emplois verts et l'accès des femmes à la finance verte. À partir de la COP, je pense que par rapport à d'autres COP, cette COP, on a beaucoup entendu les voix des femmes. On a fait un plaidoyer très fort par rapport au mettre les besoins des femmes dans les discussions et dans les négociations. Mais c'est un travail de longue haleine et c'est un travail qu'il faut faire parce que je vous dis, on a participé à la semaine du climat de l'Afrique en septembre en Kenya et les voix des femmes c'était pas là. On parlait les grands corporates et les besoins des grandes compagnies et les besoins de faire des grosses infrastructures. Les intérêts des femmes, c'était nulle part. Donc, il faut continuer à amener les voix des femmes dans les discussions régionales et globales au moment de la COP, mais aussi dans la préparation de la COP. Donc, on attend beaucoup voir qu'est-ce que ça donne les négociations. On est déjà très content que les fonds Lost and Damages a été approuvé lors des premières journées et on attend vraiment à voir quelles sont les conclusions pour continuer notre plaidoyer et amener les discussions de la COP à notre région avec des actions concrètes. Merci Flaubert. Merci, très très apprécié. Donc, nous prenons une question qui permet à nos panélistes de conclure. Un volontaire, une volontaire. Pas de questions? OK. Donc, dans ce cas-là, peut-être je vais inviter... Professeur Cabral? Oui. Donc, ce que nous retenons de la dernière intervention de Dr Elena, c'est l'importance de continuer à pousser pour que les femmes soient présentes là où ça se décide, là où les choses se discutent. Parce qu'après, c'est trop tard. On arrive, les stratégies sont définies, l'allocation des ressources a déjà été décidée et on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose pour faire avancer la situation de la femme. Professeur Cabral. Merci, Dr Flaubert. J'ai bien apprécié les interventions et les partages des panélistes. Et
L'intervention de la panéliste qui nous vient de la Côte d'Ivoire a suscité en moi une question. Nous parlons de normes. Alors la question que je me pose, c'est, in fine, sommes-nous devant des normes juridiques qui nous contraignent? Parce que si c'est le cas du Sénégal, on ne peut pas le dire puisque soit une loi a été votée. Mais l'effectivité de la loi pose problème. Sommes-nous en présence de normes culturelles? Sommes-nous en présence de normes juridiques? Ou s'agit-il d'une autre catégorie de normes qui nous est difficile de citer? C'est vraiment l'interrogation qu'a suscité en moi les partages des différentes panélistes, notamment celle de la Côte d'Ivoire, avec son allégorie sur le fait que l'homme et la femme doivent être complémentaires, pour reprendre Kizerbo, et non juste dépendre de l'homme. Merci. Merci pour ce Cabral. Il y a une, au fond, je pense que c'est une doctorante tout au fond là-bas. Ah non, pardon. Une jeune docteure en économie. Allez-y. Bonjour à tous, merci beaucoup Dr Flaubert. Je suis le Dr Viviane Laure Mamnowafo. Je suis économiste au laboratoire de recherche sur les institutions et croissance et actuellement coordinatrice d'une plateforme de promotion de l'entrepreneuriat pour l'Afrique du Nord à la Banque africaine de développement. Et ma question, en fait, je crois que c'est une question qui s'applique à tous les pays africains, c'est de savoir qu'est-ce qui est fait pour la soutenabilité financière des mécanismes d'appui à l'autonomisation de la femme. Parce que j'ai entendu des différents intervenants beaucoup d'interventions intéressantes sur des programmes mis en place, par exemple, par le gouvernement en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, la Maison de la Femme, les différentes coopératives, des programmes, l'ONU Femmes également et les autres intervenants parlaient de programmes intéressants qui sont mis en œuvre, de la priorisation de cette thématique dans leurs initiatives et programmes. Mais généralement, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est nous savons que le gouvernement ne peut pas soutenir de tels programmes à long terme. Et malheureusement, généralement, lorsque les financements des bailleurs de fonds ou bien des gouvernements prennent fin, ces mécanismes-là prennent fin également. Est-ce qu'il y a une réflexion à ce sujet pour assurer la soutenabilité financière qui pourrait peut-être proposer des mécanismes innovants de partenariat entre ces bailleurs de fonds, le public, mais également le secteur privé, pour pouvoir soutenir ces initiatives de promotion de l'entrepreneuriat féminin et vert? Merci beaucoup. Merci, Dr Laure. C'est une question assez corsée, on verra bien. Une toute dernière question ici. Ah. Juste ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est Fatoumata Bikiyafa. Je suis la présidente du réseau national des femmes travailleuses du Sénégal. Donc, vous allez comprendre que je dois parler du milieu du travail. Et je vous félicite et remercie vraiment de ce panel, de l'organisation même du forum, et que c'est important. C'est tout juste pour demander, parce qu'il nous faut créer les liens nécessaires dans le cadre de l'autonomisation économique. Et si nous n'avons pas aussi l'autonomisation pour que les femmes puissent avoir la protection sociale, ça pose un véritable problème. Parce que la femme peut travailler, faire ce qu'elle a à faire, mais malheureusement, avec l'âge, elle a besoin de cette protection pour les vieux jours, et ensuite dans le cadre de la santé. Et je pense que j'ai écouté bien la représentante du ministre, celle qui est la coordinatrice même, dans le cadre de la création des crèches et d'implication les communautés, ça veut dire l'implication de ces, surtout au niveau des mairies et autres, dans le cadre de la création des crèches communautaires. Si nous ne sommes pas ensemble, s'unir, être ensemble pour régler un problème définitivement. On a une loi sur la protection de la maternité. Nous avons eu la chance d'avoir
la mise en place d'une structure pour la non-discrimination dans le milieu du travail, ça risque de nous poser un problème dans le cadre de l'application. Donc, il faut qu'on soit ensemble pour pouvoir régler ce problème et je pense que le reste viendra. La troisième question, la toute dernière, c'est dans le cadre du Sénégal. Nous avons la chance d'avoir les bourses familiales. Et ces bourses sont octroyées aux femmes dans les ménages. Maintenant, dans le cadre de l'économie des soins, est-ce qu'on ne va pas mettre un bon contenu pour la prise en charge de ce problème? Merci. Merci grandement. I'm really sorry, we are running out of time, please. Donc, peut-être je voudrais inviter les panélistes à répondre, n'importe laquelle des questions, une seule, s'il vous plaît. Oui, je vais plutôt m'appesantir sur la dernière intervention pour un peu rebondir sur l'intersectorialité justement dont M. Flaubert parlait et qui nécessite forcément qu'il y ait une logique multi-acteurs, multisecteur dans la prise en charge de toutes ces problématiques. Mais rappelez que le gouvernement du Sénégal a mis justement cette stratégie nationale de protection sociale selon une approche cycle de vie et qui doit, de la naissance jusqu'à la vieillesse, donc est censé offrir une protection à chaque catégorie de population. Et dire que selon cette logique même globale, le gouvernement travaille dans une dynamique d'ensemble à soutenir justement ces familles, à en faire des espaces d'épanouissement, justement en créant des liens entre les bourses familiales qui ont été évoquées tout à l'heure, donc aux familles qui sont les plus vulnérables et qui sont inscrites dans le registre national unique, mais aussi les accompagner vers une dynamique de durabilité. Donc la construction de durabilité avec l'octroi de bourses économiques, donc orientées vers la mise en œuvre, la réalisation d'activités productives pour un peu toutes ces actions combinées pour pouvoir construire quelque chose de durable, mais selon un passage progressif à l'échelle, mais selon une bonne priorisation des thématiques selon la catégorie concernée. Donc, c'est ce que je voulais apporter en termes de lien, mais dire aussi que pour le financement de ces initiatives, donc tout à l'heure dans mon propos, j'ai parlé de la logique déconcentrée et décentralisée et déconcentrée. Certaines structures, certaines compétences sont transférées aux collectivités territoriales pour le cas du Sénégal, et dont l'éducation, la santé. Et nous pensons qu'au-delà du support national et des partenaires techniques et financiers, donc il y a toute cette dynamique-là de co-construction entre le niveau national, les partenaires, mais surtout la prise en compte, justement, veiller à ce que dans les documents de planification de ces collectivités territoriales, là où tout se fait, qu'on puisse susciter la participation pour pouvoir identifier les besoins et pouvoir les traduire en plan d'action et essayer de pouvoir les prendre en charge dans les budgets des collectivités territoriales. Et dire aussi que de cette même dynamique, essayer de travailler à accompagner la recherche-action et à alimenter le niveau stratégique et à susciter la participation de ceux qui sont au niveau opérationnel dans la réflexion pour pouvoir un peu influencer justement ces politiques-là et essayer de pouvoir accompagner les problématiques émergentes et pouvoir les doter d'assez de ressources. Donc, merci. Essentiellement, c'est sur ces deux points que je voulais finir et remercier pour, en tout cas, l'opportunité que nous avons eue de participer à cette importante rencontre. Merci, Madame Ba. Madame Yapo. Ok. Merci. Je voudrais répondre à la première question. Je crois que la question demandait si c'est culturel ou politique. Je crois que ce sont les deux. Mais les normes politiques
ne peut pas s'appliquer tant qu'on ne règle pas le problème culturel. Et c'est limité par le problème les normes culturelles. Je prends le cas sur la loi sur le quota au niveau de la Côte d'Ivoire. 30% dans les assemblées élues. OK, on a 30 femmes sur une liste de conseil régional pour aller aux élections. Sinon, la liste va être rejetée. Mais une fois que cette liste est élue, qu'est-ce qu'on fait? On ne retrouve plus les femmes. Hein? Elles sont reparties parce que la loi n'a pas prévu que ces femmes-là, ils doivent avoir dans le conseil municipal ou le conseil régional les 30%. Et que les 30% doivent commencer depuis le sommet. Moi, je suis conseiller régional. Dans le bureau du conseil régional, le président pour 4 vice-présidents sont tous des hommes. Pourtant, on est parti à être 30% de femmes. Quand on dit commission femmes et développement, on dit les femmes alignez-vous là-bas. Oui. Et les autres commissions où on parle de finances, non, c'est toujours. Donc, il faut travailler sur le culturel. Et au niveau du ministère de la Femme, il y a un projet on a démarré avec le programme de lutte contre les VBG. Aujourd'hui, nous faisons du renforcement de capacité des leaders communautaires et religieux dans toutes les régions, avec un engagement écrit. On leur donne un diplôme qu'ils doivent accrocher chez eux. On est en train de réfléchir comment créer un label pour mettre dans leur maison, sur les maisons, pour dire ici, il y a un engagé contre la lutte, contre les VBG. On est obligé de faire la politique de petits pas pour que les lois que nous votons puissent s'appliquer dans nos communautés. Parce que comme on dit dans mon village là-bas, que ta fille qui a 15 ans, il ne faut pas la donner en mariage. C'est difficile. Je suis dans une zone musulmane où la femme, on dit elles sont là-bas, parler, on va leur dire. Donc, quelles que soient les lois que nous allons voter à Abidjan, déjà même ça commence à Abidjan, la loi sur le quota a mis plus de 3 ans pour que ça sorte de l'Assemblée nationale. 3 ans. Et quand c'est sorti, il fallait attendre plus d'1 an pour avoir un décret d'application. Le plus souvent, on vote les lois et il n'y a pas de décret d'application. Et puis on dit, bon, on a eu, mais on n'a rien eu. Comment on l'applique? Quand on a le décret d'application, il faut pouvoir expliquer dans nos langues maternelles, il faut pouvoir sensibiliser pour que la femme elle-même, elle s'approprie cette loi-là. Tant qu'elle ne s'est pas appropriée, vous n'irez nulle part avec. Donc c'est autant politique que culturel. Le politique est freiné par le culturel. Est-ce que j'ai répondu? Brillamment d'ailleurs. Merci, Madame Yafo. Merci beaucoup. Bon, il me reste la question la plus difficile. Comment est-ce qu'on va payer pour tout ça? Et Madame nous a demandé, est-ce que ça vous interpelle? Ça nous interpelle tous les jours, parce que ça sert à rien de dire il faut investir dans des crèches, dans des services de garde d'enfants, dans une couverture universelle et sans savoir comment est-ce qu'on va payer. Et dans un cadre d'espace fiscal très réduit, avec beaucoup d'endettement de nos pays, c'est pas une question facile. Je vous donne un exemple. Par rapport au travail des soins non rémunérés, l'ONU Femmes a mené des études pour voir combien ça coûterait de faire, par exemple, les couvertures universelles pour l'éducation préscolaire. Et on a fait les études au niveau de la Côte d'Ivoire, Sénégal et Nigeria. Et avec ça, on a montré que cette couverture universelle, qui avait un coût, un pourcentage du PIB, à la fois allait générer autour de 1 million d'emplois dans chaque pays. Au niveau du Nigeria, c'était
plus, mais Sénégal, Côte d'Ivoire, autour de 1 million d'emplois. La plupart d'entre eux, d'emplois qui seraient pour des femmes. Donc, ça contribuerait à clôturer la fossé genre au niveau du marché du travail. Et dans la longue durée, ce sont l'effet que cette femme commence à s'incorporer au marché du travail et à payer des impôts, aller générer des revenus pour récupérer l'investissement sur les moyens très long terme. Mais c'est pour vous dire que parfois, il ne s'agit pas de dépenses, mais d'investissement. Et il faut changer cette narrative. Investir dans le travail des soins non rémunérés, dans la garde d'enfants, ce sont des investissements parce que ça va contribuer à générer de la richesse et à augmenter notre produit intérieur brut. Donc, c'est ça qu'il faut faire des stratégies pour les changements des narratifs. À un moment donné, tous les pays ont décidé que investir en éducation, c'était pas un coût, c'était un investissement. Donc, il faut faire ça aussi avec les services de garde d'enfants, avec les investissements dans les secteurs de l'économie des soins. Merci. Merci, Dr. Elena. Alors, avec cette intervention, je pense que nous arrivons à la fin de notre panel avec beaucoup de retard. Du coup, je ne vais pas me permettre de résumer les discussions, mais je pense que quelques mots clés qui reviennent, c'est la nécessité de s'attaquer à la question des normes sociales qui freinent tout ce qui peut être progrès sur le plan politique, la nécessité d'adopter une approche intersectionnelle et intersectorielle, donc les deux aspects. La nécessité d'une collaboration avec, même pas collaboration, d'un travail, d'une implication des organisations féminines pour nous assurer que les femmes ont voix au chapitre. La question de la durabilité, nous avons entendu la stratégie sénégalaise qui s'appuie sur les communautés locales, voilà, collectivités territoriales décentralisées. Avec Elena, nous retenons qu'il ne s'agit pas d'une dépense, mais d'un investissement. Et je pense que là, nous avons un appel qui est lancé de façon indirecte à la communauté scientifique. Aidez-nous à convaincre les décideurs que ce n'est pas de l'argent qui est jeté, mais que c'est un investissement qui va rapporter gros à la femme, à la famille et à la société. Merci.